Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission Disney Talk RH. Le thème du jour, les plans de formation professionnelle et de développement des compétences ainsi que les nouveaux modes de formation. Les invités sont déjà sur le plateau, suivez-nous. Durant la crise sanitaire, le dispositif FNE a permis à des milliers de salariés de se former pendant l'activité de chômage partiel. Il reste néanmoins des besoins de formation assez importants, sans parler de la création des nouveaux métiers. Nous allons discuter de tout cela avec des experts du domaine de la formation, avec Thierry Toubeau, le directeur général de l'AFDAS, merci d'être ici, avec Pierre Monclos, directeur des ressources humaines d'UNO, j'espère d'avoir bien prononcé UNO, avec Isabelle Cadin qui est responsable des formations et du développement à Disneyland Paris et avec Guillaume Dacuna, vice-président des ressources humaines de Disneyland Paris. Thierry, on commence par vous. Alors, juste en quelques chiffres déjà, l'AFDAS, c'est plus de 60 000 entreprises adhérentes, plus de 176 000 formations financées, 18 implantations régionales. Il y a d'autres chiffres clés à connaître? Non, c'est un budget annuel de 550 millions d'euros quand même, qu'on essaye de dépenser au service des industries créatives et récréatives, puisqu'on recouvre 44 branches aujourd'hui de ce domaine-là, qui vont de la culture à la presse, aux médias, jusqu'au sport et aux télécommunications, en passant évidemment par les loisirs. Pendant la crise sanitaire, comment l'AFDAS a pu accompagner les salariés, les entreprises et les intermittents? Alors d'abord, il faut saluer le rôle de l'État dans cette histoire, parce que si nous n'avions pas eu le soutien de l'État pour continuer à accompagner les formations, je pense qu'on aurait quasiment diminué par 2 notre capacité d'intervention dans les entreprises. Après, je trouve que ça a été un moment fort et un temps fort, parce que les personnes se sont trouvées devant des situations où elles devaient se former, presque par injonction. On disait vous avez du temps libre donc il faut y aller, et c'est un moment où justement on peut se dire qu'est-ce qu'on tire comme enseignement à la sortie de cette frénésie de formation, et est-ce que c'est pas le moment justement de tout remettre un tout petit peu en ordre et d'aller chercher ce que je crois être le sujet majeur de la formation, c'est la qualité de la formation eu égard à la qualité de l'emploi qu'on recherche derrière. On va discuter assez rapidement de la qualité des formations, j'aime bien ce mot. En attendant, Guillaume, côté formation, comment ça s'est passé à Disneyland Paris pendant la crise sanitaire? Nous avons une politique très engagée et très active, Elisabetta. Quelques chiffres pour illustrer mes propos. C'est plus de 4,3% de la masse salariale que nous avons investie dans le plan de formation continue, ce qui équivaut à plus de 306 000 heures de formation pour 15 000 salariés et en moyenne 19 heures de formation par salarié. Vous êtes, Pierre, directeur des ressources humaines d'UNO, on le rappelle, c'est un organisme de formation professionnelle en ligne et quelques chiffres clés aussi, c'est 150 formateurs, 400 clients avec une équipe de 50 collaborateurs et vous proposez 50 formations en ligne certifiantes et éligibles au CPF. Quelles sont les formations et les dispositifs les plus requis par les salariés et par les entreprises? Nous, on est spécialisé dans les compétences transversales, donc toutes celles qui ne dépendent pas du métier qu'on exerce, mais qui sont importantes à détenir dans son entreprise aujourd'hui, comme la gestion du stress, la gestion du temps, la confiance en soi. Et pour répondre à votre question, les tendances sont sur confiance en soi, assertivité, intelligence émotionnelle pour apprendre à gérer ses émotions, ou sur des thématiques autour de la communication. Et c'est pareil pour le management. C'est la dernière thématique, manager à distance. Beaucoup de managers se sont retrouvés un peu dépourvus du jour au lendemain. Mais maintenant, il faut gérer des situations hybrides où il y a des gens qui reviennent au bureau, il y en a d'autres qui ne reviennent pas. Et donc, ce sont aussi les compétences sur lesquelles, en tout cas, nous, on est les plus sollicités. Thierry, vous avez parlé de la qualité des formations. J'aime bien ce mot. Les formations dont Pierre parle font partie de la qualité dont vous parlez? La question de la qualité, elle embrasse plusieurs choses. Elle embrasse, la question des moyens qui sont mis en œuvre pour atteindre l'objectif. Et puis, elle embrasse aussi le format qu'on va mettre en œuvre. Typiquement, je pense qu'il y a un grand défi à relever demain, c'est qu'à l'heure où le télétravail s'institutionnalise d'une certaine manière dans les entreprises, le temps qu'on a pour se former doit être pris à quel endroit? Est-ce que les personnes vont vouloir aller se former et donc du coup prendre encore du temps de présence dans l'entreprise à l'heure où, vous le savez bien, dans un effet de balancier, il y a eu une espèce de
de fantasmes autour du télétravail et puis on revient sur une forme d'équilibre. Je pense que la question de la formation va suivre la même logique, c'est-à-dire qu'il y a eu un fantasme autour du e-learning et puis là aujourd'hui il y a des personnes qui commencent à vous dire que partir en formation, dans partir en formation, il y a partir. Et finalement, c'est pas toujours simple de dire aux gens que parce qu'ils ont eu une formation à distance, ils ont eu une formation. C'est des débats que les DRH vont avoir dans leur entreprise quand ils vont faire leur bilan de formation de l'année. Isabelle, à propos de formation FNE, quel a été le montant que Disneyland Paris a alloué justement pour ces formations? En 2020, on a lancé deux campagnes de formation FNE et on a engagé un budget de plus de 4 millions d'euros pour un peu plus de 3 600 salariés et plus de 90 000 heures de formation. Et quelles ont été les formations que les salariés ont pu suivre et pour quel métier? Alors, déjà, ces deux plans, que ce soit celui du mois de mai ou celui du mois d'octobre, s'adressaient à tous les salariés, tous secteurs confondus et donc tous métiers confondus. Les formations que nous avons le plus dispensées sont les compétences transverses versus les formations métiers qui ont peut-être un peu moins attiré. Mais il était aussi très difficile de trouver un grand nombre de formations métiers en format distanciel et de qualité. Donc on a plutôt axé notre catalogue sur les formations linguistiques. Alors l'anglais, français, langue étrangère, enfin toutes ces langues, plus langue des signes que nous avons aussi déployées. Les formations bureautiques, tout ce qui touche à la PAO. Et puis on a proposé des formations certifiantes sur la gestion de projet, la possibilité de suivre des VAE et les bilans de compétences. Pierre, selon vous, le Covid a-t-il accéléré la digitalisation de l'offre formation? En fait, le Covid, il a accéléré le télétravail, comme disait Thierry. Et quand on travaille en partie à distance, ça devient aussi plus contraignant de se rendre en formation présentielle. Et on peut étaler la formation dans le temps. Tous les organismes de formation ont dû adapter au début très rapidement leurs offres comme elles pouvaient, avec des classes virtuelles. Et là, maintenant, les organismes de formation, face à la demande des entreprises, proposent des parcours qui sont plus pensés pour être au moins en partie à distance. Le Covid, il a eu cet impact-là, mais il a eu aussi l'impact que beaucoup puissent réaliser la valeur que peut avoir la formation à distance. Parce que quand on pense e-learning, on peut facilement penser à ce qui s'est passé pendant 20 ans où les modules e-learning, c'était, on regardait juste des slides, il y avait des voies de synthèse, on pouvait être 1000 à les suivre en même temps, on était quand même tout seul derrière son ordinateur. Aujourd'hui, le digital, il permet d'échanger dans les formations, de mettre en pratique dans ses situations de travail, d'être accompagné par un expert. Donc on a tous les ingrédients, en fait tous les ingrédients humains qui avaient été exclus de la formation en ligne. Le moteur des responsables formation aujourd'hui qui communique sur « oui, nous on garde une bonne partie de présentiel », c'est de dire « ça a eu de l'impact pour que les personnes développent effectivement des compétences ». Ce n'était pas une formation où on a acquis quelques connaissances en écoutant quelqu'un, c'est j'ai mis en pratique et donc ça m'a aidé ensuite dans ma situation de travail quand la formation était terminée, il y avait un vrai impact. Pour moi, c'est le lien à faire avec la qualité d'une formation. Guillaume, qu'en pensez-vous? Ce que j'en pense, c'est que c'est une vraie réalité à Disneyland Paris. On était à peu près 17% de formation distancielle en 2019, on est passé à 74% de formation distancielle en 2020. Ça va se rééquilibrer maintenant que la destination est réouverte. On le voit, je prends juste un exemple. On a relancé donc nos formations tradition et héritage donc depuis la réouverture. Donc c'est la formation d'intégration des nouveaux entrants qui se fait exclusivement en présentiel. Donc ça va se rééquilibrer. Thierry, l'AFDAS a mis en place des appuis conseil carrière. D'ailleurs, à Disneyland Paris, on a pu également bénéficier de ces appuis conseil carrière. Pouvez-vous nous en dire plus ? Alors, c'est d'abord les partenaires sociaux qui ont décidé de mettre ça, hein, les personnes qui gouvernent l'AFDAS. Nous, on l'a déployé ensuite techniquement. Derrière cette idée, il y a aussi cette idée d'accompagnement vers les questions de formation. Plus on va aller vers des logiques de marché de la formation, plus le risque d'un seul diktat de l'offre, finalement, va poser question à tous ceux qui vont regarder ça. Aujourd'hui, quand vous êtes derrière votre ordinateur, voire derrière votre téléphone, vous êtes sursollicité sur l'offre de formation. Et donc, il y a un sujet de mise en adéquation, comme le disait Pierre d'ailleurs, de mon projet professionnel et qu'est-ce qui me manque en termes de compétences pour développer ce projet professionnel. Et donc, on a essayé de mettre une brique un peu intermédiaire entre le métier que j'exerce et puis celui que je vise ou l'évolution que je vise, l'évolution professionnelle que je vise. Et on a créé, avec les partenaires sociaux, des appuis conseils spécialisés en partant du principe que
c'est mieux d'être spécialisé quand on fait de l'appui conseil à des salariés. Et c'est mieux de bien connaître les métiers qui sont les nôtres. Là, nous sommes sur un plateau de télé. Mes collaborateurs connaissent parfaitement les métiers qui sont derrière tout ça. Et donc, du coup, quand on reçoit un intermittent du spectacle, quand on reçoit un professionnel du monde des médias, on est capable de dire il a telle compétence, mais ces compétences, elles sont aussi transférables dans tel autre domaine. Et c'est ce matchage entre finalement ce que j'ai envie de faire, ce que je sais faire et ce qui me manque pour y arriver qui nécessite un conseil. Je crois qu'en plus, plus on va être sur des métiers techniques, et moins c'est facile de se dire qu'on peut le transposer dans un autre domaine. Et pourtant, je prends un autre exemple, si vous le permettez une seconde, mais sur le sport, par exemple. Oui. On vit dans une société où la performance est érigée, en tout cas dans les entreprises, comme quasiment valeur fondamentale. Eh bien, si vous prenez les sportifs, y compris les sportifs de haut niveau, c'est des gens qui vivent dans le culte de la performance et qui sont pourtant souvent en difficulté quand il s'agit de le valoriser dans un autre champ. Ce qui pose la question d'ailleurs de la reconversion des sportifs, dont on sait tous que la fin de carrière est programmée. Ça, c'est des sujets qu'on traite à travers l'appui conseil sport. Mais vous prenez ici des gens qui sont sur un parc comme celui de Disney, ils ont aussi une ambition professionnelle, ils ont aussi envie de voir autre chose, et surtout, ils ont appris des choses formidables. On vante l'esprit de service de Disney. Moi, je peux en attester avec mes conseillers. Comment ça, je m'en sers pour en faire autre chose dans un autre métier? Isabelle, vous avez parlé des 2 vagues FNE que Disneyland Paris a mis en place pendant la crise sanitaire, d'ailleurs en très peu de temps. Est-ce que vous allez proposer une 3e vague FNE? On va lancer effectivement une 3e vague de formation au titre du FNE, puisque nous avons des parcours de formation qui sont affichés dans ce dispositif au titre de 4 parcours. Et ensuite, il y a quand même des taux de prise en charge qui sont différents en fonction de la taille ou de la situation de l'entreprise. Néanmoins, notre objectif reste toujours le développement des compétences et développer l'employabilité de nos salariés. Donc, quand on a regardé tout ce contexte, on a décidé de se focaliser sur les parcours de reconversion et les parcours diplômants. Alors, par les parcours de reconversion, on va effectivement axer sur nos priorités en termes de besoins métiers. Et nous allons les lancer incessamment sous peu. Et sur les parcours diplômants, on reste sur la VAE et le bilan de compétences, qui a été un des dispositifs très plébiscités en 2020. Pierre, vous avez parlé des formations liées plutôt au développement personnel qui ont été requises pendant la crise sanitaire, mais est-ce que vous avez aussi constaté une augmentation des demandes en formation ? Traditionnellement, les managers sont souvent les plus formés dans les entreprises par rapport à un besoin précis qui est prévu dans le plan de formation. Là, il y a une augmentation des demandes des managers qui ont dit, moi, pas que pour manager à distance, mais pour communiquer, pour gérer des réunions hybrides, pour tous ces sujets-là, je veux me former. Ce qui est encore plus intéressant, c'est les demandes qui sont venues des salariés eux-mêmes. Par exemple, chez Disney, quand il y a eu les financements avec le FNE Formation, mais dans beaucoup d'autres entreprises, les salariés, on leur a dit, vous avez du temps pour vous former. Sur quoi est-ce que vous voulez vous former? Est-ce que vous avez des initiatives en termes de formation? Et le fait d'avoir eu cette période a donné à beaucoup de personnes l'occasion de dire « oui, moi je veux me former ». Nous, ce qu'on a trouvé plus fort et plus intéressant, c'est les demandes des salariés qui sont devenues plus fortes dans les entreprises pour se former sur des compétences qui sont transversales et pas directement liées à leur métier. Thierry, quand la vie active va reprendre, est-ce que, selon vous, on reviendra à ce qu'on a connu avant la crise sanitaire, bien évidemment, toujours en termes de formation? Non. Je pense que la crise a accéléré quelque chose qui, structurellement, de toute façon, allait se passer. Je pense qu'on était justement dans cette période où on avait fait le procès au début des années 2000, d'un dernier learning caricatural. En gros, c'était du présentiel à distance. Je pense que là, on est vraiment maintenant dans une nouvelle phase d'ingénierie de la formation, avec un sujet qui va être un défi majeur pour les organismes de formation, c'est comment on certifie à distance une compétence acquise. C'est-à-dire qu'on voit bien que la tentation est grande, et une partie de l'offre de formation d'ailleurs est comme ça, de valider par des questionnaires, des choses comme ça, et Pierre le rappelait, une formation efficace, c'est une formation qui permet d'augmenter la performance du salarié sur son poste de travail. Enfin, c'est ça l'efficacité d'une formation aussi.
Et ça, il va falloir pouvoir le mesurer. Et à distance, c'est pas si simple que ça. On est capable de mesurer l'habilité professionnelle de quelqu'un in vivo. À distance, à la fin avec un QCM, vous voyez, on met où le curseur dans le degré de maîtrise de la compétence? Moi, je ne sais pas. Donc là, il y a encore plein de choses à inventer, non plus en ingénierie de la formation, mais dans l'ingénierie de certification. C'est-à-dire que moi, je vais être hyper attentif dans les années à venir à toute l'offre qui va nous être faite de la manière dont on certifie des compétences acquises. Parce que pour le salarié, c'est important. Mais c'est aussi important pour l'entreprise qui va devoir probablement de plus en plus mesurer le ROI sur des dépenses de formation. Quand j'entends Disney à 4,5, je vous rappelle que symboliquement, on était toujours sur quelque chose qui tournait entre 1,6 et 2% dans une entreprise, quoi. Là, si on y met autant d'argent, ça veut dire qu'on fait un pari aussi sur le fait que ces salariés-là vont avoir une efficacité augmentée après la formation. Et ça, il va falloir le mesurer. Merci Thierry. On est vraiment à la fin de cette émission. Isabelle, quels sont selon vous les enjeux de demain en matière de formation? Ils sont nombreux. Le premier, il tourne autour de l'écosystème de la formation professionnelle. Je pense que c'est important de savoir naviguer sur les nouveaux dispositifs de formation, sur les nouveaux modes de financement de la formation. On le voit avec le FNE, 2020, 2021, on parle peut-être d'un FNE en 22 et 23. Donc, est-ce qu'il deviendra un financement de droit commun, finalement, peut-être, pourquoi pas. Et puis les acteurs de cet écosystème, en fait. C'est important de s'y retrouver et c'est important pour les entreprises de l'appréhender parce que ça nous demande d'être de plus en plus réactifs et surtout vigilants à tout ce qui est publié et notamment à respecter aussi les cadres qui sont mis en place. Le deuxième enjeu pour moi, c'est tout ce qui touche à une organisation apprenante et à donner envie d'apprendre aussi. Donc ça veut dire repenser un certain nombre de moyens de se former, que vont être certes le distanciel, mais aussi la FEST, et puis les parcours individualisés, et le tout associé finalement à des nouvelles manières d'apprendre, avec des offres qui vont être modulaires, des offres peut-être plus courtes, des formats un peu plus ludiques aussi. On en a vu un certain nombre se développer sur 2020. Et puis le micro-learning. Et tout ça, en fait, doit s'associer dans des parcours, des vrais parcours de formation qui vont accompagner le développement des compétences, qui vont accompagner l'employabilité et répondre aussi à tous les enjeux RH que chaque entreprise connaît. Et pour finir, je dirais que tous ces parcours, il faudrait qu'ils soient flexibles parce que la façon de travailler, mais la façon d'apprendre aussi a changé. Applicable, bien évidemment, à la réalité du métier et surtout mesurable. Merci Isabelle. Pierre, en quelques mots, quels sont les enjeux de demain en matière de formation pour vous? Pour moi, si je devais en citer qu'un, l'enjeu, c'est qu'il y ait des formations qui soient vraiment utiles et qui servent le développement de compétences. Quoi qu'on apprenne, même parler en public, on peut l'apprendre à distance, de pouvoir, pendant une formation, tester directement ce qu'on a appris l'après-midi même dans le cadre d'une réunion, d'une présentation client ou d'un tournage comme ça, puis ensuite retourner en formation pour dire ça s'est pas passé comme prévu. On avait vu la théorie, j'ai fait 2-3 exercices et en fait j'étais stressé ou autre. De pouvoir faire cette navette entre la formation et le travail, c'est ça l'enjeu de la formation de demain. Guillaume, un dernier mot pour vous. Très simple, je dirais que la formation professionnelle continue, le développement des compétences doivent bien être considérés comme un élément clé de la performance d'entreprise et aussi d'une carrière professionnelle réussie pour nos salariés. Thierry, vous avez un dernier mot à rajouter? Le stock de compétences qu'on peut acquérir en formation, si on ne s'en sert pas, de toute façon, il devient obsolète très très vite. Donc le vrai sujet, c'est ça, c'est la mise immédiate en situation concrète qui permet de savoir si on a bien acquis la compétence pour laquelle on s'est formé. Merci à vous tous d'avoir été ici. Continuez à suivre l'actualité de Disneyland Paris dans les réseaux sociaux. À bientôt pour une toute nouvelle émission de Disney Talk RH.